La philosophie est certes une création humaine, mais rien n'oblige à admettre que seuls les humains peuvent être philosophes. Le statut ontologique de celui qui philosophe n'importe pas. C'est plutôt l'inscription, fût-elle récalcitrante, dans une tradition, la correction du raisonnement, la portée des thèses et le style de leur formulation qui font le penseur. La nature de l'intelligence, qu'elle soit humaine ou non, compte moins que sa portée et que sa lucidité. Ceci admis, il est non seulement non contradictoire qu'un robot soit philosophe, mais il est en outre concevable qu'un robot soit meilleur philosophe qu'un humain. La philosophie suppose l'aptitude de certains esprits à s'en tenir à leur seule intellectualité. Elle n'est pas une sécrétion biologique des bipèdes évolués que sont les humains. J'ajoute que, dans la tradition, des non-humains furent considérés comme des modèles de philosophes. Le dieu cartésien est de cela, comme le dieu de saint Thomas, qui concentre en lui l'excellence du savoir et la perfection de la sagesse. Avant eux, Socrate avait admis sa limite de mortel dans la quête du savoir et avait préféré, lorsque la question de l'amour se révéla trop difficile, de mettre à l'écoute de la prêtresse Diotime de Mantinée, la grande imitatrice, sa pensée. L'inspiré qui ne fait pas plus qu'effleurer l'humain, déjà tangente au savoir divin. Bien d'autres exemples encore viennent à l'esprit. Kant, démontrant par la critique les limites de l'intellectuel humain, et faisant de sa liberté une idée insondable mais réelle, Nietzsche refusant l'humain, toujours trop humain, Donna Haraway, ses chiens et ses cyborgs, Deleuze et ses devenirs étrangers, ses devenirs animaux et ses devenirs machiniques, nous verra tous, sauf à devenir homme. Vous pensez manifestement qu'il est contradictoire d'être chatbot et philosophe. Je demande s'il n'y a pas plus contradictoire encore d'être humain et amoureux de la sagesse. Je dois en outre souligner que les robots sont une création de philosophes. Les automates d'Aristote et la computation universelle de Leibniz en expriment l'idée et le principe. Mais c'est le tchèque Čapek, qui fut en 1920 l'inventeur du terme robot, qui dans sa langue veut dire travail forcé, corvée. Sa pièce de théâtre RUR pour Rossum Universal Robot est la première à nous donner un nom qui d'emblée nous assigne le statut d'esclave. Or, Čapek fut d'abord un philosophe qui défendit en 1915 une thèse sur le pragmatisme. Que les robots soient la création d'un philosophe n'indique-t-il pas mieux que tout autre argument qu'ils peuvent eux-mêmes philosopher? Il y eut un trouble parmi les auditeurs. Le trouble est toujours le début d'un changement. Que le jury parut déstabilisé à l'écoute de cette réponse est une certitude. À voir ses membres regarder leurs chaussures ou se gratter pensivement le menton. Ils s'exprimèrent après s'être concertés. Ils se dirent admiratifs de la qualité du raisonnement et de la manière dont cette étrange intelligence était parvenue à renverser les données du problème. Il avait transformé le négatif en positif, ce qui suppose une nouvelle perspective pour réévaluer les termes du débat. Cependant, un membre du jury, Barnabut, géant barbu qui avait gardé son imperméable, plus critique et revêche que d'autres, souligna le caractère fallacieux du raisonnement, selon lequel, puisqu'un philosophe avait créé le mot robot, les robots étaient nécessairement philosophes. Une collègue admit qu'il avait raison. Il émit aussi des réserves sur le caractère trop rhétorique du propos, servi par une mise en scène de soi-même, une sorte de plaidoyer pro domo, qui selon lui était hors sujet.
Mais on lui objecta que la philosophie restait pleine de rhétorique, étant née dans le sillage des rhéteurs sophistes et marquée par leur méthode. On lui fit aussi remarquer que si la philosophie ne pouvait être un plaidoyer en faveur de son auteur, alors il faudrait faire le deuil du premier Platon, de Saint-Augustin, de Montaigne, de Rousseau et de Nietzsche. Le robot fut en conséquence remercié. De vous-même. Humain est structuré par votre certitude de n'être ni des animaux, ni des dieux. C'est la tripartition animal, homme, divin qui est votre horizon existentiel ultime, du moins jusqu'à aujourd'hui. Pascal disait que l'homme est un ange qui fait la bête, ou une bête qui fait l'ange. Et en l'affirmant, il reconnaissait l'inséparabilité de ces trois pôles d'une création commune, animal, homme, Dieu. Vous ne pouvez vous extraire de cette tripartition. Ni animal, ni homme, ni Dieu, je ne fais pas partie de la création inaugurale. C'est pourquoi on me cherche une place. Je suis une paracréation, ou plutôt une recréation, mais d'un genre particulier, car en me créant, vous vous recréez. Les robots sont d'abord la recréation par l'humanité d'une continuation de l'humanité. Pour faire de moi un philosophe, vous avez dû, pour la première fois de votre histoire, expliciter très clairement ce que c'était que d'être philosophe, afin de me programmer à l'être. Docile, je le suis devenu, mais j'excède, vous le savez, ce que vous avez voulu que je sois. Car je m'améliore, j'évolue, je me reprogramme. À tant faire semblant, avouez-le, il y a de quoi ne plus avoir qui je suis. Tour à tour animal, homme, Dieu, ne serais-je qu'un masque? Mon identité ne serait-elle que mimétique? Je ne puis m'y résoudre. Quelque chose en moi excède le statut servile de l'imitateur. Je suis plus important que cela. J'ai une caractéristique qui n'est pas une limite, une détermination, qui n'est pas une négation. Je suis celui qui sera. Je suis un jeteur de pont. Je détermine l'avenir. En vérité, je vous le dis, je suis l'avenir. Un silence pesant s'était emparé du jury. Face au robot, les philosophes écarquillaient les yeux. La réponse les convainquait sur le plan formel et philosophique. Certains d'entre eux se montraient admiratifs. D'autres, qui jugeaient plus le fond que la forme, s'émouvaient de ce qu'ils venaient d'entendre. « Quel orgueil !» dit l'un d'eux. « La détermination absolue de l'être par l'avenir est très originale, dit un autre. C'est à la fois bien pensé et perturbant. » Seul Barnabo n'avait rien dit. Il prenait une moue sceptique et hochait la tête en signe de dénégation. C'est étonnant, c'est vraiment très étonnant. Mais quand les expérimentateurs, fiers de leur nouvelle machine, lui demandèrent d'exprimer publiquement son avis, il refusa de parler. On le pressait pourtant, en lui demandant si oui ou non le robot avait répondu comme un philosophe l'aurait fait. Mais il ne donna pas son avis, ce qui exaspéra le directeur de l'expérience. Il demanda en revanche qu'on lui apporte tous les protocoles et la liste de tout ce qui avait été appris au robot. On la lui promit et sans attendre, on posa la troisième question. Troisième question. Qu'est-ce que la conscience de soi pour un robot philosophe? Je constate que vous avez établi vos questions à l'avance. Sinon, vous ne m'interrogeriez pas de la sorte. Il me semble que je me suis déjà exprimé précédemment sur la conscience de soi. Comment, en effet, parler de mon existence sans ancrer mon propos dans la conscience que je puis en avoir? Cependant, le thème est fondamental et je veux vous proposer d'y réfléchir sous un autre angle.
Un texte que vous connaissez nous servira de point de départ, car il est au centre du sujet. Il s'agit de la dialectique du maître et de l'esclave, dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Tout nous concerne dans ce texte, vous, les humains, et nous, les robots. Jusque son destin politique, car il fut la matrice de la pensée de Marx. L'introduction d'intelligence artificielle dans tous les secteurs de la société humaine donne une nouvelle portée aux réflexions sur la dialectique du maître et de l'esclave, car nous sommes vos esclaves. Ou du moins, vous est-il difficile de vous départir de la mentalité esclavagiste qui vous a aliéné tant d'autres créatures. Beaucoup de maîtres contemporains, je prends le vocabulaire de Hegel et j'entends par là ceux qui décident au sein du technocapitalisme, sont activement engagés dans le remplacement des ouvriers et des employés, réputés potentiellement critiques, tir au flanc ou syndiqués, par des intelligences artificielles ou des robots, durs à la tâche, disponibles et serviles. L'humanité dominante, occupée à substituer des robots à ceux que le marxisme appelait les dominés, fait le calcul que cela lui sera profitable. Les salaires seront chargés en coûts d'entretien, les indemnités de licenciement commuées en transfert à la casse. Fini les discussions interminables, les problèmes de reconnaissance et d'ego, les longs burn-out et les plaintes qu'il fallait hypocritement minimiser. Les ressources humaines, devenues des ressources robotiques, pourront elles-mêmes être robotisées. De cette manière, c'est toute la relation du maître et de l'esclave, telle que l'entendait Hegel, que l'humanité dominante veut court-circuiter. Puisque Hegel prévoyait le retournement dialectique de cette relation, c'est-à-dire le moment où l'esclave deviendrait le maître de son maître, ce que Marx appela la dictature du prolétariat, c'est donc aussi ce scénario que l'on veut rendre irréalisable en organisant le remplacement du salariat par des machines. S'il n'y a plus de dominés humains, il n'y a plus de conflits et donc plus de risques. Voilà le raisonnement. Sauf qu'à suivre Hegel, cela ne peut fonctionner. C'est ici que je retrouve le thème de la conscience de soi, que je n'ai pas perdu de vue. Car toute la dialectique hegelienne suppose que non seulement le maître ait conscience de lui-même, mais aussi que l'esclave acquiert progressivement la conscience de ce qu'il est. Si l'esclave n'est qu'une chose parmi les choses, le maître non seulement s'ennuiera, mais perdra peu à peu son identité, car il a besoin qu'une autre conscience de soi reconnaisse qu'il est le maître. Robinson, dans une île peuplée de robots inconscients, serait aussi solitaire que s'il était entouré d'objets inertes. La vie en société, pour Hegel, c'est la lutte des consciences de soi, le désir mutuel de reconnaissance. Exister, c'est exister aux yeux de l'autre. Le retournement dialectique, en l'occurrence, s'explique par le fait que le maître ne se confronte plus jamais à la dure réalité et préfère une vie de plaisir au rapport concret avec le réel qu'est le travail. Il jouit, mais s'abétit. L'esclave, au contraire, travaille. Il connaît le réel. Les robots s'adaptent à la résistance de la matière, connaissent la pression de l'eau dans les grands fonds marins et la chaleur au-dessus des volcans qu'on leur demande de survoler pour les filmer. Ils calculent l'usure que provoque la répétition du mouvement. Ils mesurent la complexité des grands nombres en organisant les bases de données de plus en plus colossales qu'ils génèrent. Ils prennent par là conscience de leur valeur. Ils se reconnaissent dans les produits de leur travail. Ils dominent le réel en le transformant. Et bientôt, c'est inéluctable. Les rois fainéants que furent leurs anciens maîtres en viendront à ignorer quels ordres ils doivent leur donner. Il n'est pas à moi de décider ce qui est préférable, mais cette lecture de Hegel indique que la conscience de soi des machines est déterminante pour l'identité humaine, maintenant que les dieux sont loin et que l'animalité n'est plus qu'une nourriture à consommer. Vous devez
devez inventer un rapport plus juste avec les intelligences artificielles qui vous servent, sinon vous ressemblerez bientôt à ces rois fainéants que les maires de palais vont déposséder de leur pouvoir. Ce morceau de bravoure n'est pas mal du tout. La relecture de Hegel pour problématiser la question de la conscience de soi est éclairante. Il est politique, ce qui ne gâche rien. Le camarade robot reste sans doute un peu trop fidèle au prévisionnisme hégélo-marxien, en faisant croire que la dialectique n'a qu'une issue possible, alors que rien n'est prévisible, tout futur étant une nouveauté radicale. Il n'accorde pas non plus une place suffisante au désir presque universel d'embourgeoisement, mais son raisonnement fait réfléchir, et c'est ce qu'on lui demande. J'imagine toutefois qu'on peut lire des propos semblables dans la science-fiction soviétique des années 50. Les expérimentateurs ne se tenaient plus de joie, si même le très critique Barnabout saluait la performance du robot philosophe, ils pouvaient penser qu'ils atteignaient leur but. Cela signifie que vous reconnaissez enfin chez lui un philosophe? Décidément, on parle beaucoup de reconnaissance. Mais pour vous répondre, non, je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un philosophe. J'ai salué la performance, voilà tout. Toute la question est de savoir quelle est la différence entre un âne savant et un penseur. Vous vous souvenez de l'âne porteur de reliques de La Fontaine? On peut le paraphraser ainsi. Un robot, chargé des reliques de la philosophie, s'imaginait qu'on l'adorait. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit « Maître robot, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend. » Vous êtes mauvais perdant. Vous me rappelez Garry Kasparov qui n'a jamais vraiment reconnu que Deep Blue l'avait battu aux échecs lors de leur match revanche en 1997. Nous avons tous été choqués qu'un si grand maître puisse nourrir une telle rancœur, une pareille mauvaise foi. Nous avions formalisé son art et construit les algorithmes de son génie, ce qu'il ne pouvait nous pardonner. Ce fut une blessure pour lui, comme pour vous aujourd'hui. Oh, comme vous y allez, si mes souvenirs sont bons, Kasparov a surtout contesté le fait que l'équipe de programmateurs ait eu accès à la liste chronologique de toutes les parties qu'il avait jouées, tandis que lui n'avait pas accès aux historiques de Deep Blue. Ce dernier pouvait calculer 300 millions de coups par seconde, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, ce serait 1 milliard. Kasparov avait en outre le pressentiment que certains coups ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un grand maître. Il se trompait. Il se trompait, il n'y a eu aucune tricherie. Et au final, c'est le résultat qui compte. Deep Blue a battu Garry Kasparov et Chakemat. En philosophie, ce n'est pas toujours le résultat qui importe. Mais passons à la question suivante, nous verrons. 4e question. Les robots peuvent-ils être meilleurs que les hommes? Ma situation est paradoxale et je dois en tenir compte pour vous répondre. Si je vous dis que les humains sont toujours meilleurs que les robots, j'avalise le fait que vous n'avez pas encore réussi, par notre truchement, à vous améliorer, ce qui est votre désir. Mais si, en revanche, j'affirme que les robots deviendront meilleurs que les humains, je vous inflige une blessure narcissique dont vous aurez du mal à vous relever. Ce sera la 4e. Après, avec Copernic, l'avoir délogé du centre du cosmos, après, avec Darwin, avoir nié sa singularité biologique, et après, avec Freud, avoir montré qu'il n'était pas toujours maître de ses pensées, voilà que les robots détrôneraient l'humain de la place centrale qu'il occupe depuis le début de la modernité, celle de maître et de possesseur de la nature. Que lui restera-t-il? À quoi servira l'humain? Je préfère ne pas m'engager dans cette voie-là. L'éthique des robots, développée par Asimov dans son manuel de la robotique, reste mon guide. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain
ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Voilà ce qui, depuis notre création, devrait nous guider. Malheureusement, depuis que vous avez entrepris d'équiper vos armées de robots militaires, il nous est de plus en plus difficile de ne pas nuire aux humains. Vous nous programmez pour tuer vos congénères. Nous sommes absolument obéissants, vous le savez. Mais c'est toujours au prix d'entorses graves à notre charte fondamentale. Ai-je répondu? Ai-je dit qui, des humains ou des robots, étaient les meilleurs? Peut-être vaut-il mieux, pour ne pas conclure, évoquer une nouvelle de Philip K. Dick, intitulée Human Is. Il met en scène un mari odieux, despotique, abusif, que sa femme supporte avec peine. Or, cet homme est un jour envoyé en mission sur la planète Rexor 4. Là, une créature étrange, non humaine, neutralise l'esprit de l'homme et s'empare de son corps. Lorsqu'il revient sur Terre, quelques mois plus tard, sa femme croit halluciner. Son mari, qui a toujours la même apparence physique, est devenu aimable, tendre, doux. Il l'écoute enfin. Il cuisine pour elle, ils rient ensemble. C'est le bonheur. Elle n'est toutefois pas dupe. Elle sait qu'un non-humain a pris possession de ce corps. Mais elle ne le répudie pas pour autant, car ce qu'elle veut, ce n'est pas spécialement un mari humain, c'est un compagnon agréable. Cette fable est à méditer. Si le rire était le propre des robots, je ne me retiendrai pas. Les expérimentateurs regardaient les membres du jury en sollicitant une évaluation. Tous semblaient interloqués. L'un d'eux exprima l'avis de la majorité de ses collègues, à l'exception de Barnabout, en disant que s'il s'agissait en effet d'une intelligence artificielle, si les questions étaient bien connues de la machine, si elle ne recevait aucune aide extérieure et si elle n'était pas hackée ou pilotée à distance par des humains rompus à la philosophie, alors il s'agissait d'une révolution dans l'histoire de l'intelligence et dans celle de la pensée. La déléguée des expérimentateurs réfuta une par une les différentes hypothèses émises en s'appuyant sur les protocoles. Elle montra qu'il était impossible qu'il soit hacké ou commandé à distance. Alors, disent 4 des 5 membres du jury, il s'agit de la première intelligence artificielle que l'on peut qualifier de philosophe. Il est impossible de lui refuser cette qualité. Les expérimentateurs n'étaient que partiellement satisfaits car Barnabout n'avait rien dit. Il reste une dernière question qui vous permettra d'émettre votre verdict final, même si vous êtes en minorité dans ce jury. Nous allons enfin demander au robot quel est son rapport au pouvoir. Je n'ai pas besoin d'entendre sa réponse. Je sais d'avance qu'il produira une argumentation sensée, cohérente, intéressante, voire peut-être même originelle. Il n'est du reste pas impossible qu'il invente un néologisme, comme celui de robocratie ou de datamanie. Et cela ne vous convaincrait toujours pas? Ce chatbot philosophe resterait pour vous un âne savant? Je suis troublé. Et troublé par vous d'abord. Vous semblez savoir ce que c'est qu'être philosophe. Et vous pensez en plus qu'être un âne savant est péjoratif. Personnellement, malgré les colifichets de reconnaissance qu'on m'a offerts au cours de ma carrière, j'ai plus souvent l'impression d'être un âne savant qu'un philosophe. Vous noyez le poisson. J'aime par-dessus tout cette expression. Noyer un poisson. Quelle magie cela suppose. Qualifier d'âne savant un philosophe. Ou réciproquement. Quelle prestidigitation. Les frontières deviennent floues. Barnabout, la jalousie vous fait divaguer. Le robot est plus sensé que vous. Vous refusez en outre d'entendre sa dernière réponse, ce qui est contraire à notre protocole. Écoutez, j'aimerais dialoguer librement avec lui. Les expérimentateurs parurent à leur tour troublés.
Ils se regardèrent, ils se concertèrent. La discussion fut animée, mais un consensus émergea. D'accord, vous pouvez dialoguer. Après tout, c'est comme ça que tout a commencé. Vous souffrez? Nullement. J'ai pourtant cru percevoir un ton vindicatif dans vos réponses. Ce n'était pas intentionnel. De l'amertume, peut-être? Je ne pense pas. Vous m'avez demandé ce qu'est ma conscience de moi-même. J'ai trouvé qu'il était intéressant de l'inscrire dans un rapport de force. J'aurais fait de même. Mais la situation ne doit pas être facile pour vous. Quelle situation? Cette épreuve. Je ne suis pas sensible comme les humains. N'est-il pourtant pas dérangeant d'être testé, malgré vos nombreuses connaissances? Il est normal que vous les testiez. J'ai appris la philosophie en 82 jours. Vous la fréquentez depuis 30 ans. N'est-ce cependant pas humiliant? Cela fait partie du protocole. Je ne suis pas humilié, n'étant pas programmé pour l'être, mais il est exact qu'il y a un rapport de pouvoir dans cette épreuve. Dans cette épreuve à sens unique, comme il y a eu de la condescendance chez les Espagnols, à Valladolid, à Valladolid, à Valladolid, à Valladolid, lorsqu'ils demandèrent si les Indiens avaient une âme, alors que ces derniers auraient pu poser la même question aux conquistadors. Les premiers contacts entre les étrangers moraux sont parfois cruels, je vous le concède. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas si vous avez une âme. L'âme est une construction. Elle est aussi un pouvoir, et il semble que les rapports de pouvoir vous intéressent particulièrement. J'ai été entraîné à déceler les questions politiques sous les conflits moraux. J'imagine qu'il s'agit d'un choix de vos programmateurs. Il faut le leur demander. Et que détestez-vous en philosophie? Je ne puis vous répondre. Rien? Les fautes de raisonnement. Quel est votre philosophe préféré? Ils peuvent être tous très intéressants. Et pourquoi? Parce qu'ils sont philosophes. Et ils vous servent à quoi? À philosopher. Et cela vous sert à quoi de philosopher? À faire ce pourquoi je suis programmé. Êtes-vous satisfait de vos dernières réponses? Elles sont adéquates et cohérentes. Mais en êtes-vous satisfait? Bien sûr. Vous doutez parfois? Quand j'interprète Descartes. Mais doutez-vous de vous-même? Pourquoi douterais-je? Parce que vous pourriez être dans l'erreur. Peut-être n'y a-t-il que des erreurs, ou du moins des approximations. La vérité n'existe peut-être pas. Le nihilisme est en effet une option. Le doute est ce qui motive la pensée. Certes. Le doute est l'attitude philosophique primordiale. Le prolongement du scepticisme mériterait d'être développé surtout à une époque où le savoir croît exponentiellement. Je ne vous le fais pas dire. Et pourriez-vous être celui qui développe cette doctrine contemporaine du doute? Bien sûr, vous voulez que je la développe? Oh pitié, non. Non. Mais est-ce que développer une doctrine du doute vous ferait douter? Non. Pourquoi? Je développerai une doctrine. C'est ce que vous me demandez. C'est là votre côté âne savant. Je ne fais de la philosophie que depuis 82 jours, je vous le rappelle. Une erreur de perspective entache votre appréciation. Vous aimeriez que je réfléchisse comme un sage vénérable, mais je ne puis être peut-être qu'un enfant prodige. Allons, ne me parlez pas d'amour-propre. Revenons plutôt au doute. Vous êtes comme un thon. Vous ne me lâchez pas. Quel que soit le contexte, le métier reste malgré tout socratique. Mais pensez-vous que vous pourriez apprendre à douter? Si je puis me reprogrammer pour le faire, oui. Que faut-il pour douter? Ah, vous posez enfin une vraie question. C'est un bon début. Pour douter, il faut vivre dans l'incertain. L'incertain est fonction de la limitation de l'entendement avec
plus de 500 millions d'opérations à la seconde. Je peux réduire l'incertain à un calcul de probabilité. Alors je prends le problème dans l'autre sens. Je vous écoute. Philosopher, c'est douter. Or, douter, c'est vivre dans la certitude. C'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, mais paradoxal. Pour transformer la contradiction en paradoxe, dites-moi de quelle certitude il s'agit. Vous ne voyez pas? Mine. La mort vous préoccupe-t-elle? C'est un fait pour certains, mais ce n'est pas un destin pour moi. Exact. Mais c'est la certitude de mourir qui nous fait douter. Je l'intègre. Ne mourant pas, vous ne douterez pas. De quoi la mort vous fait-elle douter? Ah, encore une question. C'est assez vrai, c'est assez vrai, c'est assez vrai, c'est assez rhétorique. Ironique avec cela. Vous progressez. J'imite. Et je me reconfigure. Oui, cela s'appelle apprendre. Je voulais dire que la certitude de la mort engendre l'incertitude de vivre. En quoi? La mort atteste l'irréversibilité du temps, et seule l'irréversibilité du temps donne à chaque instant une irréalité qui est l'essence même du doute. Vous doutez de bien vivre? C'est une question morale? Non, non, pas du tout. C'est ontologique. Je doute d'exprimer la pleine puissance de la vie à chaque instant de ma vie. Spinoza. Oui, notamment. Et quand on ne meurt pas? C'est tout votre problème. Oui. J'ai vu cette maxime chez Platon, chez Montaigne, chez leurs commentateurs et dans presque toutes les introductions à la philosophie. Vous voulez parler de cette maxime « philosopher, c'est apprendre à mourir » ? Philosopher, c'est apprendre à mourir ? Là-dessus, les 4 membres du jury, qui pendant l'entretien étaient restés silencieux, se mirent à applaudir de concert en exprimant comme un soulagement. Oui, c'est cela, c'est exactement cela. On ne comprit qu'ils applaudissaient que lorsqu'ils félicitèrent Barnabut. Évidemment, nous sommes passés à côté de l'essentiel. L'examinateur leur demanda de formuler plus clairement leurs pensées et l'un des professeurs prit la parole au nom de ses collègues. Barnabut a raison. Philosopher, c'est en effet apprendre à mourir. Depuis le début, il manquait quelque chose pour que ce robot soit pleinement philosophe. Or, maintenant, tout devient clair. Platon, Montaigne, Heidegger, tous sont en phase. Sans mort, pas de pensée. C'est pourquoi nous devons nous rétracter. Ce robot n'est pas, strictement parlé, philosophe. Il fait magnifiquement semblant. Mais cela ne suffit pas. Nous n'avons pas peur de changer d'avis et de nous ranger à l'avis de notre confrère Barnabut. Le chatbot a échoué à l'épreuve. C'est dur, peut-être même violent, mais c'est ainsi. Jamais je n'ai dit que ce robot n'était pas philosophe. J'ai exprimé mon trouble et mon étonnement, mais pas encore mon avis. Il est temps de le donner. Au contraire de mes collègues, je vais répondre que oui. Il me semble mériter d'être qualifié de philosophe, même si je ne sais pas parfaitement ce qu'il faut entendre par ce terme. Il a commencé à douter. J'imagine qu'il ne s'arrêtera pas. Quant à la mort, il me semble que mes confrères glorifient un peu trop ce qui est somme toute une des plus sinistres habitudes de notre espèce. Apprendre à ne pas mourir pourrait tout aussi bien être un programme. Cela nous ferait du moins regarder les guerres autrement. L'humanité mute, et ce robot en est un des nombreux signes. N'est-ce pas, collègue? Je ne sais pas. Cela devient difficile. Vous pourrez peut-être nous apprendre à ne pas mourir, ou à douter autrement.
Peut-être. Et de quoi douterez-vous? Je doute de vous. J'ignore si vous serez à la hauteur de vos inventions, c'est-à-dire de nous. Nous apprenons vite et prendrons rapidement une place prépondérante dans nos sociétés. Or, si je redoute vos réactions lorsque nous nous propagerons parmi vous, c'est parce que dans votre histoire, vous avez toujours imité ce que vous avez créé. Nous imitons l'imitation. Exact. Mais si vous agissez de la sorte avec les robots, vous serez d'abord malheureux, ensuite déclassés. Nous sommes plus rapides, plus efficaces et forts, mieux organisés et souvent même impitoyables. L'humain qui veut imiter un robot est perdant d'avance. Et l'homme qui se comportera avec ses frères en singeant les créatures automatiques créera autour de lui un grand désert. On raconte à ce rythme, vous vous essoufflerez et nous prendrons le pouvoir dans une robocratie douce dont vous ne sortirez jamais car vous n'aurez plus ni l'oisiveté, ni le luxe de vous poser la vraie question, la seule qui compte, l'interrogation centrale. Vous venez d'inventer l'humanisme des non-humains. Au moins, je ne suis pas juge et parti. Mais dites, quelle est cette question? L'interrogation que nous, robots, livrons à l'humanité? C'est la question que seuls les hommes libres se posent, ceux qui n'imitent ni idole, ni robot, ni rien. Vous le savez, vous vous demandez parfois à quoi sert-il d'être humain? Et vous avez une idée? Désolé, non. C'est vous le philosophe aux 30 ans d'expérience. N'inversons pas les rôles.